Imaginez un instant, un monde sans pièces, sans billets, et encore moins de cartes de crédit. Rien de tout ça. Un monde où pour avoir ce dont on a besoin, eh bien il faut tout simplement échanger ce qu'on a. Bienvenue dans le monde fascinant du troc. C'est la question, n'est-ce pas? Comment les sociétés pouvaient bien fonctionner, comment le commerce pouvait exister avant même l'idée de la monnaie. Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, un voyage bien avant l'invention de la toute première pièce de monnaie. Alors commençons par la base. Le troc, qu'est-ce que c'est, au juste? Parce que derrière l'image un peu simpliste qu'on en a, c'est un vrai système, avec ses propres règles. En fait, le concept était d'une simplicité désarmante. Le troc, c'est l'échange à l'état pur. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de monnaie. On peut échanger, je sais pas, un sac de riz contre un outil, ou même proposer un service, comme réparer une clôture, en échange d'un bon panier de légumes. C'est vraiment la forme de commerce la plus directe, la plus humaine qui soit. Et ce qui est fou, c'est de réaliser à quel point ce système est ancien. Le troc, ce n'est pas juste une petite anecdote de l'histoire, ça a été la base, le socle de l'économie humaine pendant des milliers d'années, bien avant que qui que ce soit ait eu l'idée de frapper un bout de métal pour en faire une pièce. Bon, mais alors, comment ça marchait en pratique? On s'imagine bien qu'il ne suffisait pas de se taper dans la main. Non. Pour qu'un troc fonctionne, il fallait que des conditions très très précises soient réunies. En réalité, tout reposait sur deux piliers, et sans ces deux-là, pas d'échange possible. D'un côté, on a ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins, et de l'autre, il fallait absolument un accord sur la valeur des choses. Prenons un exemple tout simple pour bien comprendre cette première condition. La double coïncidence des besoins, c'est ce petit moment magique où, par un heureux hasard, la personne A a pile ce que la personne B désire, et inversement. Ici, c'est parfait. L'un a des œufs et veut du pain. L'autre a du pain et, devinez quoi, il veut des œufs. C'est le scénario idéal, une coïncidence parfaite. Mais bon, on se doute bien que la vie est rarement aussi simple que ça. Avant de s'attaquer à tous ces défauts, il faut reconnaître que ce système avait quand même de vrais avantages, surtout dans des petites communautés à taille humaine. D'abord, sa simplicité. Pas de banque, pas de taux de change, l'échange est direct, tout le monde comprend. Et puis surtout, ça renforce les liens dans la communauté, ça favorise l'entraide. C'est aussi un moyen super malin d'utiliser ses surplus, ce qu'on a en trop, pour obtenir quelque chose qui nous manque. Et enfin, sa flexibilité est un atout énorme. On peut tout troquer, des objets bien sûr, mais aussi des compétences, un savoir-faire. Et pourtant, malgré toutes ces qualités, le troc a fini par disparaître. Pourquoi? Parce qu'à mesure que les sociétés devenaient plus complexes, ces limites sont devenues de vrais freins au développement économique. On y revient, à cette fameuse double coïncidence, parce que c'est vraiment le cœur du problème. Dans une société qui grandit, trouver quelqu'un qui veut exactement ce qu'on a à offrir et qui a exactement ce qu'on cherche au même moment, c'est mission impossible. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et voilà le deuxième gros casse-tête. Comment on se met d'accord sur la valeur? Combien de pommes pour une paire des chaussures? 10 kilos? 20? Sans une mesure commune, chaque échange devient une négociation interminable. Et souvent, c'est pas très équitable. Ensuite, il y a un obstacle très concret, presque physique. Certains biens qui ont beaucoup de valeur ne peuvent tout simplement pas être coupés en petits morceaux pour faire de plus petits achats. L'exemple de la vache, il est parfait pour illustrer ça. Disons qu'une vache vaut l'équivalent de 100 pains. Super. Sauf que voilà, on n'a besoin que d'un seul pain. On fait comment? On ne va quand même pas donner une patte de la vache. Le bien perdrait toute sa valeur. C'est une limite physique, impossible à contourner. Et il faut y penser. La richesse, dans un système de troc, c'est du concret, c'est physique. Ça peut être des sacs de grains, du bétail, des poteries. Tout ça, c'est encombrant à transporter et souvent, c'est très difficile à stocker sur le long terme, surtout quand c'est périssable. Et ça nous amène au dernier grand problème, qui est peut-être le plus grave. Comment on fait pour épargner, pour mettre sa richesse de côté pour l'avenir? Stocker 50 poulets en guise d'épargne retraite, c'est une très très mauvaise idée. Ils peuvent tomber malades, mourir. En gros, la richesse peut s'évaporer du jour au lendemain. Le troc n'offre aucune sécurité sur le long terme. Face à tous ces problèmes, qui devenaient de plus en plus bloquants à mesure que les sociétés se développaient, il fallait une solution, il fallait une véritable innovation. La question était donc posée. Comment créer un système qui résoudrait le problème de la coïncidence, de la valeur, de la divisibilité, du stockage et de la conservation de la richesse, tout ça d'un seul coup? Et la réponse, eh bien, elle est aussi simple que révolutionnaire. L'humanité a inventé un outil, une technologie sociale, pour surmonter tous ces obstacles d'un coup. Cet outil, c'est la monnaie. Et c'est là que tout s'éclaire. Chaque défaut du troc trouve sa solution dans les qualités de la monnaie. Elle sert de mesure de valeur acceptée par tout le monde. Elle se divise en petites unités. Elle est facile à transporter, à stocker. Et surtout, elle est durable, ce qui permet enfin de conserver sa richesse dans le temps.
C'est l'invention qui a permis l'explosion du commerce et, en fin de compte, la naissance du monde moderne tel qu'on le connaît. On pourrait penser que le troc est juste une vieille histoire, bonne pour les livres d'histoire. Et pourtant, quand il y a une crise économique majeure, quand la monnaie perd toute sa valeur, qu'est-ce qu'on observe? Les gens reviennent instinctivement à cette forme d'échange la plus primaire. Et ça nous laisse avec une question intéressante. Est-ce que, dans notre monde si complexe, ce vieux système n'a pas encore quelques leçons à nous offrir?